Merci à Popeyes, commanditaire officiel. Puis là, depuis le temps que vous m'entendez parler de Popeyes, êtes-vous allé? Si vous n'êtes pas déjà allé, qu'est-ce que vous attendez? Il y a 27 magasins partout au Québec. Il y a une façon d'optimiser votre situation, peu importe ce que vous faites. Si vous voulez juste avoir une belle énergie constante pendant la journée de façon naturelle, sans que ça vous coûte super cher, parce que Popeyes, c'est pas une compagnie de suppléments, c'est un magasin de suppléments où il y a plusieurs compagnies au meilleur prix. Fait qu'arrêtez de niaiser et allez chez Popeyes. Rebonjour à tous et à toutes. Très, très content de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un autre épisode de Chiller chez Boulet. Avant de vous présenter mon invité que je suis vraiment content de recevoir en personne, je veux vous rappeler que la meilleure émission matinale de radio, c'est à Weekend 99.5. Je vais mettre le truc à l'endroit. 5h30 à 9h du lundi au vendredi avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nunez, Alec Charbonneau au 99.5. Puis je veux encore une fois prendre le temps de remercier le commanditaire officiel du podcast, c'est Popeyes Supplément, 27 magasins partout au Québec pour vous aider avec votre supplémentation, que ce soit au niveau des objectifs d'entraînement, des objectifs de santé, de digestion, de sommeil, peu importe. Leurs experts sont là pour vous aider. Je reçois aujourd'hui Jérémy Demé. Puis, Jérémy, je suis tellement content de te recevoir parce que tu es un gars que je suis depuis longtemps au niveau de l'humour, mais au niveau aussi de... Tu as comme une super belle transition au niveau human. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour ton projet Vivant que tu as avec Chantal Lacroix. Est-ce que ça fonctionne encore? Alors oui, mais avant, parce que je t'ai entendu parler week-end, moi je veux juste plugger la meilleure boisson non alcoolisée au Québec. Jeff, montre comment tu le bois parce que le trou n'est pas du bon bord. Le trou n'est pas du bon bord, mais je veux vraiment le boire comme ça parce que par hasard on voit mieux. Et vu qu'on le voyait pas vraiment dans le podcast, que tu promouvois ça, c'est subtil. Voilà, juste être sûr que les gens le savent. Donc voilà, je voulais en parler. Mais pour vrai, j'aime ça. T'es fin, mais oui, t'en as parlé direct en rentrant, puis je te promets que tu repars avec une caisse. Je veux le dire aux gens, je suis rentré, et après ce que je dis, c'est est-ce que je peux repartir avec une caisse de ça? Ouais. Donc ça, c'est la vérité. Puis je vais te donner la nouvelle saveur aussi, qui est le margarita. Mais ceci étant dit, pour comprendre, pour que les gens comprennent vraiment à quel point on est encore une PME, la plupart des grandes entreprises, les Coca-Cola, les Dr Pepper, Pepsi, eux autres, c'est imprimé à même la canette. Nous autres, c'est vraiment encore une étiquette qu'on met. Donc, dépendamment de quelle façon arrive la canette, l'étiquette n'est jamais positionnée pareil. Ouais, j'avais pas remarqué ça. Exact. Mais vous avez fait un bon job. Pour vrai, c'est bon. J'aime beaucoup ça. On a une super équipe, honnêtement, puis on est très, très fiers, puis on a des beaux, bravo. Des beaux projets qui s'en viennent, mais ta façon, je le disais tantôt, ta façon de boire, bien sûr. Je trouve que ça ressemble à certaines de tes pubs de H. Grégoire, qui sont phénoménales, puis j'en ai regardé en rafale avant de m'en venir. Ma préférée, c'est quand tu racontes que chez H. Grégoire, tu peux leur vendre ton véhicule sans avoir à en acheter un, mais tu te promènes puis tu donnes une tape à un gars qui magasine un véhicule puis il échappe son café au complet sur lui. Est-ce que t'es-tu derrière la production de ça? Ou l'élaboration des concepts? Cette année-là, ouais, c'était quand il y a 3 ans, avant le Covid. Parce qu'après, pendant le Covid, il y a eu une période un peu où ils ont vendu moins de chars, où c'était plus compliqué, donc on a arrêté de faire des pubs. Mais ça, c'était une blague que j'avais écrite, puis je pensais pas qu'il passerait. Ah ouais? Finalement, c'est passé. Puis le faire, c'est jouissif, parce que vraiment, il y a le café qui revole. Ben ouais! Et ça, là, le gars, il faut qu'il y ait une coupe de kit aussi. Il faut qu'il y ait une coupe de kit parce qu'on l'a refait 3-4 fois, mais c'est jouissif de plaf et de vraiment lui faire tomber dessus. Fait que non, merci de reparler, ça fait un bout, mais ouais, c'était cool. Ah non, mais elles sont toutes bonnes. Il y en a une, t'es dans un avion, puis là, t'as le pilote qui dit va s'écraser, je sais plus quoi, ouais. Les moteurs fonctionnent plus, c'est ma première fois, je sais pas quoi faire. Puis là, mais t'es bon dans ce rôle-là. Est-ce que t'es encore avec eux autres? En fait, je suis encore avec eux autres. On a arrêté à cause du Covid. Ouais. Donc vraiment, ils ont vraiment arrêté de faire ce genre de pub-là parce que c'est du budget pareil. Ouais. Et donc, on a fait une pause de temps parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monde automobile, ils ont vendu moins de chars. Ils avaient moins de chars en magasin. Et donc, comme ils avaient moins de chars, forcément moins de revenus. Et donc, ils ont arrêté pour l'instant. Et on va voir si on reprend. Une folie ils ont, j'imagine, réapprovisionné l'inventaire.
Mais là, ça sort comme... Ouais, mais je sais pas s'ils en ont à ce point-là. Je pense que ça a été compliqué là, vraiment dans les dernières années. Et je pense qu'ils veulent, ils vont recommencer, mais quand les gens vont commencer à racheter beaucoup de chars. Et que, tu vois. En as-tu une voiture? En fait, j'en loue une, moi. Ouais, ok. Parce que vu que là, je suis en France en même temps qu'être ici, et ben là, j'en ai loué une, d'ailleurs, avec eux. C'est-à-dire que j'en ai loué une avec eux. On va revenir avec ce qui se passe en France. Je te lançais un petit peu plus tôt sur le programme Vivant que tu as avec Chantal Lacroix. Parle-moi un peu de ce que c'est, ce projet-là, puis pourquoi c'est important pour toi. C'est un projet, d'ailleurs, où tu as été invité, Étienne. C'est, à un moment donné, on s'est dit avec Chantal, on devrait faire un programme vidéo avec plein d'outils pour accéder à une vie plus belle. Ouais. Et donc, on a regroupé plein d'intervenants, plein de vedettes comme toi, des gens qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont utilisé des outils pour accéder à une vie plus belle. Et puis, on a fait ce programme-là, qui regroupe à peu près 20 ou 30 heures de contenu. Et voilà, et on a décidé de vendre ce package-là aux gens en disant, voilà, ça peut vous faire du bien. Si votre cœur vous en dit, achetez-le, tu vois. C'est vraiment bon. Puis Chantal, tu l'as rencontré de quelle façon? Parce que le mix entre toi et elle, ça fonctionne bien. Là. Ouais, Chantal, on s'était rencontrés sur une émission de télé il y a quelques années, une émission qu'elle faisait, je sais plus comment ça s'appelait, Donner au suivant, quelque chose comme ça. Ouais. Et on a eu un beau lien, et depuis on a gardé ce lien-là. Et naturellement, ça s'est fait un peu naturellement, un peu. Tu sais, elle a une productrice qui s'appelle Marie André, qui un jour vient chez moi et me parle qu'ils avaient commencé à faire des programmes, et je dis on devrait en faire un. Elle dit bah oui, et ça a collé, et rapidement ça s'est fait, et rapidement on l'a mis en vente, et rapidement ça a fonctionné beaucoup, et etc. En temps de pandémie, j'imagine que ça a dû être populaire. Les gens avaient besoin d'espèces de guidance là, de contenu positif, puis de gens qui ont comme une espèce d'empathie. Tu as une feuille de route particulière aussi. Tu as parlé de tes enjeux avec la dépression, entre autres. Puis c'est-tu pour ça que tu as comme fait... Je veux pas dire que tu as fait un switch, parce que tu demeures humoriste, puis tu demeures un gars qui est le fun à côtoyer, mais tu sais, de développer plus le côté humain? Je pense que c'est venu naturellement. Tu connais mon parcours, j'en ai beaucoup parlé, mais j'ai fait une dépression et j'ai voulu trouver des outils pour améliorer ma vie. Et donc, c'est venu naturellement le fait de mêler ça au reste. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, je suis humoriste, sortir un livre, est-ce que les gens vont mélanger les deux? Est-ce que mon image, tu sais, toutes les espèces de questions un peu de peur et de doute. Et finalement, je me suis dit, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Et ça a juste bonifié mon personnage. Parce qu'il y a des gens qui lisaient le livre, qui venaient au spectacle parce qu'ils avaient lu le livre, d'autres qui venaient au spectacle, qui décidaient de lire le livre. Et les deux sont devenus un, finalement. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de vouloir faire l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, parce que c'est partie de moi. Tu sais, j'ai à la fois un côté très immature, vraiment, et à la fois un côté mature où j'aime parler ce genre de choses-là, parce que je pense que ça rentre là-dedans, et les deux sont pas dissociables. Les deux sont une partie de moi. Mais c'est quand même délicat, pas délicat, mais ça prend... faut être habile pour être capable de bien jumeler les deux. Tu sais, quand tu écris un numéro ou quand tu te prononces sur ces sujets-là, tout en voulant demeurer un peu... drôle et immature, alors que tu arrives avec un bagage puis une feuille de route, tu sais, qui crie de l'expérience, puis de l'expérience de vie. As-tu de l'aide pour t'assurer que c'est bien ficelé? En fait, non. J'apprends à le faire dans ma vie de tous les jours. Ça fait partie vraiment de moi. Tu vois, autant on peut se parler sérieusement, là, ça va être hyper agréable. Autant tu me fais une bonne blague de pète et je ris pendant 10 minutes. Tu vois, je suis vraiment les deux. Donc, mêler les deux est devenu naturel pour moi. Ce côté-là fait partie de moi aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. J'ai une routine matinale que je tiens. Je suis vraiment là-dedans. Et en même temps, j'ai le côté très immature parce que j'ai pas envie de vieillir. J'ai envie de garder le cœur jeune toute ma vie. Et donc, les deux sont naturellement partie de moi dans la vie. Et donc, naturellement, les deux font partie de moi dans mon travail, tu vois. C'est vrai qu'il y a quelques années, les humoristes, les comédiens, les artistes en général étaient plutôt nichés, tu sais, où il y avait leur sphère, puis on connaissait peut-être un petit peu moins de la personnalité en dehors de leurs aptitudes professionnelles. Avec l'ère des réseaux sociaux, je pense que il y a plein de volets négatifs aux réseaux sociaux, mais il y a du positif aussi où on tasse les barrières, puis on peut maintenant accrocher sur la personnalité de quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans ta carrière, ça, tu dirais, d'être capable de montrer l'éventail de ce que tu es en tant que personne? J'ai un ami qui s'appelle Franck Lobvet qui m'a appris une belle phrase. Il m'a dit « La vulnérabilité, c'est la clé de l'invulnérabilité ». Souvent, je pense qu'on veut cacher ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on a été élevé à être des bons enfants. Tu sais, quand tu es petit, c'était soit gentil, soit poli, range ta chambre, etc. On punit les mauvais comportements, on récompense les bons. Exact. Tu tombes dans cette espèce de pattern-là. Exact. En tant qu'enfant, on voit nos parents qui nous disent sois gentil, sois un bon enfant. Et en échange, on se rend compte, et ça c'est mon ami Franck qui me l'a appris, on se rend compte qu'en échange, on récolte l'amour de nos parents.
Et donc, on enregistre. OK, donc pour me faire aimer par les gens en général, il faut que je sois un bon enfant. Donc, naturellement, en grandissant, pour me faire aimer par les gens autour, il faut que je sois un bon adulte. Alors que finalement, on n'est pas des bons adultes, on est des adultes, avec du bon et du moins bon. Et donc, j'ai appris à réaliser que je suis pas juste une belle personne, en fait. Je suis une belle personne, mais j'ai aussi des côtés moins beaux en moi, tu vois. J'ai réalisé que des fois, je suis gentil, mais des fois, je suis méchant. Des fois, je suis généreux, des fois, je suis radin. Des fois, je suis mature, des fois, je suis immature. Et tout ça fait partie de moi. Et plus j'ai appris à accepter tout ça, et finalement, plus il y a une certaine paix qui s'installe. Et après, je peux pouvoir le dire aux gens, parce que je me suis rendu compte que plus je parlais des choses qui me rendaient mal à l'aise, et plus ce malaise-là se dissipait. Disparaissait. Tu vois? Effectivement. Et surtout, je me suis rendu compte que la peur de vouloir dire des choses un peu intimes ou un peu malaisantes, tu te dis les autres vont me juger, les autres vont me repousser, les autres vont me rejeter. Et en fait, c'est l'inverse. Il s'identifie. Il s'identifie. Il se dit, ah ben moi aussi j'ai vécu ça, viens on partage ça, t'as fait comme ça, ah ok. Il dit, s'il peut s'ouvrir, ben, ça me permet à moi de m'ouvrir. Ouais. Tu vois? Mais ça prend de l'humilité pour être capable de faire ça. Nos humoristes au Québec, c'est nos A+, c'est les superstars du Québec, ce sont nos humoristes. À quel point est-ce que ça a été difficile pour toi peut-être de nourrir cette humilité-là, ou peut-être que ça l'a pas été du tout, puis que je tire des conclusions, mais quand tu montes sur scène, il faut que tu aies une confiance des fois qui va frôler l'arrogance, puis je parle pas de toi en particulier, je parle de tous ceux qui font de la scène. Est-ce que c'est difficile de nourrir cette humilité-là, de t'assurer de rester groundé? Alors en fait, je l'ai fait au fur et à mesure. Au début, c'était très gênant de parler des choses comme ça. Tu sais, j'avais confié dans des émissions de télé il y a longtemps que j'avais trompé ma blonde, qu'elle m'avait trompé. Et au début, tu disais, attends, mais si je dis ça, les gens vont arrêter de m'aimer. J'avais confié plein de trucs comme ça que je gardais pour moi. Et je me suis rendu compte que, comme une fois de plus je les confiais, et plus finalement les gens me donnaient de l'écoute, de l'empathie. Et plus je pouvais être moi en toute sincérité. Tu vois, plus j'enlève mon masque, et moins on peut me démasquer. Un peu comme le 8 Miles avec Eminem. Ouais. Tu vois, tout le monde connaît cette scène-là où à la fin il chante et il dit tout sur lui, Il je suis un blanc. il se blâme lui-même. Et après il dit maintenant dis quelque chose aux gens qu'ils savent pas de moi. Mais c'est un peu ça. Une fois que tu as dit aux gens ce que t'es, dans tes côtés les plus sombres ou les plus voilà, les moins populaires, et bien après il n'y a plus personne qui peut rien te dire. Un, et de deux, surtout tu dis ça y est, j'ai fini, j'ai plus besoin de je peux enlever ce masque là et j'ai plus besoin de mentir, j'ai plus besoin de faire semblant de, tu vois, parce que c'est ça qui est fatigant finalement. C'est vouloir montrer une espèce de belle image de ce qu'on est. Et ça, tout ça, c'est mon ami Franck qui me l'a appris, et il a raison. Tu te rends compte que quand tu enlèves ce masque là, et ben les choses sont beaucoup plus simples, quoi. Je m'identifie beaucoup à ça parce que de mon côté, quand j'ai admis mon alcoolisme puis les enjeux de dépendance, c'est un peu la même chose où tu te dis, OK, je vais le dire haut et fort, puis là, je vais avoir l'air de quoi? Est-ce que les gens vont me faire confiance pour m'engager pour des contrats? Est-ce que les gens vont rire de moi? Est-ce que les gens vont me juger? Puis ça a été le contraire. Les gens se sont comme rassemblés derrière. J'ai reçu une dose d'amour extraordinaire. Puis les gens se sont identifiés. Le volet que je trouve des fois, encore à ce jour, un peu difficile, c'est au-delà de la belle dose d'amour que je reçois énormément de témoignages. Ouais. J'imagine que c'est la même chose pour toi. T'as sorti la liste, ça a été vendu à plus de 50 000. 100 000. 100 000 exemplaires? Tabarnouche, juste pour que les gens comprennent, 3 000 exemplaires au Québec, c'est un best-seller. Ouais. Donc, tu es au-dessus de 33 fois le best-seller. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de succès-là? Non, je m'attendais à en vendre 6. Au début, je disais, je vais en vendre 6. À ta mère puis tes amis. À ma mère, s'ils veulent l'acheter. Et en fait, ouais, c'est devenu un succès. Et d'ailleurs, les gens se sont demandé pourquoi. Beaucoup de gens, même des éditeurs, des gens du milieu de l'édition, se sont demandé comment essayer de refaire ce modèle-là. Et je pense qu'il a juste besoin de sortir. Il a besoin d'être là et d'être livré, ça. C'était au bon endroit, au bon moment. Tu sais comment c'est, hein? Ouais. Et puis mais c'est simple aussi. Tu sais, dans le sens où, dans une période où on se complique, puis on suranalyse, puis on pense, puis que, tu sais, d'arriver avec ta façon de faire à toi, puis je pense que c'est la meilleure formule, parce que il n'y a pas de bullshit. C'est ta façon à toi, selon le bagage que tu as. Mais qu'est-ce qu'on te dit le plus, ou comment tu gères cette espèce de pression qui vient avec les témoignages que tu reçois? Je sais pas si c'est une pression pour moi. Tu sais, parce que avant, je sentais cette responsabilité de vouloir sauver les gens, un peu le syndrome Jésus, et j'ai plus ça. Maintenant, je vais dire ce que j'ai à dire, faire ce que j'ai à faire. Si ça peut aider les gens, c'est génial. Et si ça les aide pas, ben tant pis, parce que chacun est libre d'être bien ou pas bien. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai à dire, et j'ai du plaisir à le faire, j'ai du plaisir à le dire.
Et après, c'est un impact sur toi fabuleux. Tant mieux, ben oui. C'est génial. Mais après, si tu dis, moi, ça m'intéresse pas, ce genre de contenu-là, puis ça n'a pas d'impact, bah, génial aussi, tu vois. Est-ce que les gens t'écrivent en privé ou tu t'arrêtes dans la rue pour te parler d'un peu de leur situation, de leur dépression, de leurs problèmes? À l'époque, ouais, quand j'ai sorti les bouquins, beaucoup de messages, beaucoup de gens que j'avais aidés, beaucoup de témoignages humains, très profonds et très beaux. Et c'est ça, je trouve, la beauté de ça. Parce qu'en fait, je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous ce pouvoir-là. On a tous ce pouvoir d'avoir un impact les uns sur les autres. Absolument tous. Et nous, on le fait à plus grande échelle parce qu'on a une espèce de médiatisation. Ah ouais, on a cette tribune-là. On a cette tribune-là. Mais on a tous ce pouvoir-là. Et ça qui est génial. Et pouvoir dire ces mots-là et avoir un impact sur ces gens-là, bah, voilà, je fais ce que j'aime et en plus, ça fait du bien aux gens. Ouais. C'est que j'ai tout gagné. Tu vois, tu comprends? Y a-tu des fois où... parce que je te pose la question, puis j'ai un angle direct. C'est que moi, de mon côté aussi, c'est super nourrissant de savoir que OK, tu sais, je fais pas ça pour rien. Ça donne un peu un sens à la période plus creuse que j'ai eue parce que je me dis ça sert à d'autres. Mais il y a aussi des fois où ces messages-là me ramènent dans cette phase-là. Puis je me dis, je suis pas équipé nécessairement pour... Je suis pas thérapeute. Ouais. Je suis pas un psychologue. Je peux parler de mon expérience, mais je t'avoue qu'il y a des fois où je peux pas répondre à tout le monde. Puis il y a des soirs où j'ai pas envie de me replonger là-dedans. Tu sais, est-ce que ça t'arrive, ça aussi? Puis des fois, t'as pas envie de répondre non plus. Ben non. C'est très sincère. Des fois, t'as envie de répondre, des fois, t'as pas envie. Des fois, t'as envie de sourire, des fois, t'as pas envie. Ouais. Des fois, t'as envie d'aider, des fois, t'en as rien à faire. Et c'est ça. C'est d'être capable de se respecter là-dedans. Bah ouais, c'est d'être humain là-dedans. Tu veux pas vouloir tout le temps aider les gens parce que c'est faux. Vouloir tout le temps aider les gens, c'est répondre à ton besoin d'être Sainte Nitouche ou d'être Mère Teresa. Alors qu'en fait, non, des fois, t'as envie, comme dans la rue, des fois, t'as envie de donner, mais des fois, t'as pas envie. Tu le sens pas. Si t'es très sincère avec toi, tu vois, des fois, t'as envie de sourire, mais des fois, t'as envie de faire la gueule. C'est vrai, c'est un peu ça. Des fois, t'es gentil, t'es ouvert, mais des fois, t'es fermé, t'es dans ton coin, tu fumes ton cigare dans ton sous-sol. Mais c'est un fait. C'est ça qu'on est, je pense. Et ça, arriver à accepter ce côté-là, que des fois, je suis pas tout le temps une bonne personne. Des fois, je suis... Qu'est-ce qui a mené à... Je sais que t'en as parlé, mais à réaliser qu'il fallait que tu te reprennes en main ou que tu changes ta vision des choses parce que ça allait pas bien. Ta dépression s'est manifestée de quelle façon? J'avais plus envie de me lever le matin. C'est-à-dire que j'étais couché et... C'était en quelle année, ça? C'était en 2009. OK. Ça fait quand même un bout. Et puis 2009, là, déjà, là... ça a commencé un peu. Gagnant en route vers mon premier gala, t'es révélation de l'année précédente. Ouais. Fait que t'es comme on top of the world, là. En fait, pas vraiment on top of the world, ça a vraiment monté et je pense que l'année après, ça a craché. Un espèce de Bitcoin, je dis monter relativement, là. Le Bitcoin. Une petite montée, une grosse descente. J'ai été le Bitcoin de l'humour pendant 10 minutes. Et ça a été bien parce que finalement, quand j'ai commencé, je voulais devenir une vedette rapidement. Et je pense que c'est pas forcément un bon chemin à prendre, en tout cas pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des downsides à ça. On vit un peu dans ce monde-là aujourd'hui, le fait de je veux devenir connu et célèbre. La rapidité, mais sans faire le travail qui va avec. Et c'est un peu le phénomène occupation double, l'île de l'amour ou l'île de la tentation, ou tous ces trucs-là. Et finalement, une fois que ça s'est terminé, tu fais quoi? T'es juste connu 5 minutes, mais tu fais quoi avec ça? Donc je pense que c'est bien de prendre le temps de développer ce que tu as développé comme talent. Et donc cette dépression-là, ça a été un frein à ça, génial, mais surtout un espèce de mon corps qui me disait hey, le grand, faut que tu saches avec qui tu fais le voyage. Viens voir, tu as besoin de guérir des choses, tu as besoin d'attribuer des choses, tu as besoin de regarder des choses en face. Et donc ça a été un beau cadeau finalement. Parce que c'est toujours un beau cadeau une dépression. Ouais. C'est rarement, tu vois, une maladie en général, ça t'arrête, mais ça t'aide. Un peu comme quand tu te casses la jambe demain. Sûrement toi, tu as dû te faire des blessures au football, mais ça a été des beaux cadeaux parce que c'était ton corps qui dit ok, stop, arrête-toi 5 minutes, c'est trop, repose-toi et ensuite repars. Encore faut-il que tu sois ouvert à cette vision-là parce que c'est vrai que, écoute, puis moi, j'ai suivi des thérapies, je suis allé en centre de désintox, puis j'en ai eu honte pendant longtemps, puis est arrivée la pandémie en 2020. Puis je me suis dit, tabarouette, j'ai décidé de flipper ça autrement, de me dire, je suis plus chanceux que les autres d'avoir été en thérapie parce que là, maintenant, j'ai des outils pour passer à travers une situation que je ne contrôle pas. Tu sais, puis d'essayer de garder l'esprit ouvert au lieu de ruminer sur ce que j'ai pu, par exemple, une blessure, ben là, tu peux pas t'entraîner, tu peux pas jouer au foot, tu peux pas faire ça. Mais tabarouette, si tu restes l'esprit ouvert, tu vas trouver d'autres opportunités ailleurs. Exact. Ou tu sais, des blessings. C'est un peu ça qui s'est passé. Toi, as-tu suivi une thérapie? Ouais. Quand l'extérieur fout le camp, focus sur l'intérieur.
Parce que finalement, tu peux rien contrôler à l'extérieur. Tu peux pas contrôler ce que j'en pense de toi, tu peux pas contrôler les contrats ou non que tu vas avoir, tu peux pas contrôler la bourse, tu peux pas contrôler une pandémie, tu peux pas contrôler, etc. Par contre, tu peux te contrôler toi. Tu peux contrôler ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de manger, ta façon de réagir, ta façon de communiquer. Toi, tu as le pouvoir là-dessus. Et donc, si tu apprends à faire ces choses-là, si tu apprends à communiquer, si tu apprends à mieux réagir, si tu apprends à te calmer, si tu apprends à... Eh ben, c'est là où tu as un pouvoir. Et en général, ça change tout. Parce que tout part de toi dans la vie. Tout ce que tu crées dans ta vie part de toi. Tout part de tes pensées, de tes paroles, de tes actions. Et d'ailleurs, si tu remarques, tout ce qui a été créé comme ça. Pensée, parole, action. Et en général, si tu es concordant avec ça, bah, ta vie change au fur et à mesure. Tu es un exemple, je suis un exemple. Tous ceux qui font ce travail-là sont un exemple. Si tu veux que les choses... Il y a une phrase connue qui dit, si tu veux que les choses changent, mais change quelque chose. Sinon, il n'y a rien qui va changer. Mais si tu te changes toi, au fur et à mesure, ta vie extérieure change. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'extérieur, ça a toujours été, ça sera toujours un reflet de ton intérieur. Tout le temps. On attire à nous, ça c'est connu, c'est la célèbre loi de l'attraction, tu attires ce que tu envoies. C'est vrai. C'est comme un boomerang. Tu lances un boomerang, il te revient dans la gueule. Donc envoie de la joie, tu vas récupérer de la joie. Envoie de la colère, tu vas récupérer de la colère. Donc ce que tu récupères, tu dis pourquoi je récupère ça, pourquoi je vis ça ? Parce que tu l'as envoyé, man. C'est là que tu mets ton énergie, tu mets ton focus là-dessus. C'est là que tu mets ton focus parce que nos pensées gouvernent tout, la façon dont on se sent gouverne tout. Et comme la façon dont on se sent vient de comment on pense, bah, focus à penser à des choses qui te font sentir bien. Et plus tu te sens bien, bah, plus dans la vie les choses vont être assez belles, tu vois. C'est assez simple, hein. Mais en gros, belle vibe, belle vie. Ouais. C'est aussi simple que ça. Bonne vibe, bonne vie. C'est aussi simple. À quel point ça t'a pris combien de temps avant de traverser le pont puis d'arriver à comprendre ça? Parce que moi, je vois ça en plusieurs étapes. Puis évidemment, je t'écoute puis je m'identifie par rapport à mon parcours à moi qui est différent du tien, mais entre le comprendre, l'appliquer et devenir constant dans l'application de ces principes-là, il y a beaucoup d'étapes. T'sais, combien de temps ça t'a pris, toi, pour en arriver où tu es? Je pense qu'il y a beaucoup de temps. Ça prend du temps. Il y en a qui sont très mûrs très vite. Il y en a qui disent adultes, ils ont 20 ans, tu vois. Il y en a à 20 ans, ils disent moi, je vais avoir des enfants, j'ai ma vie. Et il y en a comme moi, ils sont devenus adultes il y a 4 mois. Parce que c'est comme ça. Mais je pense que ça m'a pris du temps. Ça m'en prend encore aujourd'hui. Hein, tu sais, j'ai ce discours-là, mais je ne suis pas non plus un maître yogi ou je suis un simple humain qui fait fait de son mieux, qui fait de son mieux. Mais c'est au fur et à mesure, je pense. Au fur et à mesure, j'apprends une chose, voilà, un outil, 2, 3, un peu comme un alpiniste qui monte l'Everest. Tu sais, il fait pas. S'il a 1 million de pas à faire, il va faire un pas, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que Caroline, j'ai fait 10 000 pas et t'es avancé, mais c'est un pas à la fois. Donc combien de temps ? C'est toujours relatif. Parce que combien de temps ça me pris pour arriver là ? Mais si tu me reposes la même question dans 5 ans, je serai à un autre endroit. Exact. Tu vois, donc en fait, je pense que c'est. C'est d'apprécier le processus. C'est d'apprécier le processus. Puis de réaliser qu'il n'y a pas nécessairement un fil d'arrivée. Tu sais, tu as sorti la citation. Il y en a une très, très similaire qu'on m'a enseignée quand je suis allé en thérapie. Tu sais, parce que au niveau de la dépendance puis de la rechute, des fois, j'étais capable de toffer 2-3 semaines sans consommer. Puis là, paf, je rechutais. J'ai déjà été capable de toffer 3 mois. Puis je me replantais. Puis, dans le fond, c'est que j'étais sur les freins. Je ne changeais pas tant mes comportements. Puis, la citation qu'on m'a dit, puis je pense que c'est tiré d'Albert Einstein, mais c'est la folie, c'est de répéter les mêmes comportements over and over, puis de t'attendre à un résultat différent. Si tu fais les mêmes choses constamment, tu vas avoir les mêmes résultats. Exact. Fait que la difficulté, c'est de vraiment arriver à changer ses comportements. Puis ensuite de là, dans mon cas, c'est de l'appliquer. As-tu des petites rechutes comportementales de temps en temps? Est-ce que tu te parles dans le courant d'une journée, faire comme « Hey, là, Jérémy, je suis après l'échapper. » Ouais, je pense qu'il y a des moments où il m'arrête d'être déprimé. Pas forcément faire une, je sais pas si c'est faire une dépression, mais c'est d'être déprimé parce que je suis humain. Ah oui. Tu vois, on pense que le bonheur, c'est en fait, c'est un état de paix stable, mais je veux dire, il y a très peu de gens qui ont atteint cet état-là. Je pense que c'est un up and down. Donc, il y a des jours où je suis très joyeux, il y a des jours où je suis très triste. Il y a des jours où je suis très heureux, il y a des jours où je suis malheureux. Il y a des jours où je suis déprimé et fatigué, et d'autres jours où je suis très ouvert et très. Et je pense que c'est un peu ça la vie. C'est une espèce de up and down régulier. Donc oui, il y a des moments où je suis déprimé, il y a des moments où je suis triste. Tu t'acceptes là-dedans, puis ouais. Et puis après, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe et comment je pourrais changer ça. Tu vois, je pense que l'idée, c'est que j'ai pas envie de rester là-dedans. Ça peut être passager, rester 2-3 jours. Ou si ça reste plus de temps, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Tu vois, il y a un truc que t'as pas vu, il y a un truc qui est là, autant physique que émotif. Donc moi, je suis le gars à chercher, moi. Moi, c'est mon style. J'aime chercher, j'aime creuser, je suis un peu obsédé par ce genre de choses-là. Et je cherche continuellement, je découvre continuellement, je m'ouvre continuellement à des choses. Donc ça, c'est mon style. Mais oui, pour répondre à ta question, il y a des jours où je vais pas bien, bien sûr, bien entendu. À quel point ton entourage est
joue un rôle important dans ton bonheur, tu sais, ou dans ta façon de voir les choses? Je pense surtout ma femme et ma fille aujourd'hui, bah, je pense qu'ils me gardent. Tu sais, avoir un enfant, bah, t'en as, hein, ça procure beaucoup de vie et de la joie. Ça procure beaucoup de joie. Mais je pense que c'est réalisé que c'est. Avant, j'ai passé beaucoup ma carrière en premier. Pendant des années, j'étais assez égocentrique et à vouloir dire me, myself and I. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure que le succès est arrivé, au fur et à mesure que j'ai guéri des choses, eh ben, il y a d'autres choses qui ont pris de la place. Ma famille, ma femme, ce cocon familial-là a pris de plus en plus de place. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très important, c'est le plus important. Même si je continue à adorer ma carrière et mettre de l'importance là-dedans, je pense qu'aujourd'hui, je vois les choses différemment. Peut-être plus mature, comme n'importe qui. Mais donc voilà, ça me garde cool, je pense. Ta petite fille à quel âge? 2 ans et 2 mois. Puis là, ta femme est enceinte présentement d'un autre enfant. À quel point ça a été... tu parles de ta maturité, de ton humour immature aussi. On est privilégié aussi d'avoir la vie qu'on a, d'avoir percé en humour, de partir sur la route, de déconner avec des amis, avec les gens du showbiz, du milieu. De mon côté, c'était dans les vestiaires, encore une fois, d'aller jouer sur la route, puis d'être un gamin jusqu'à 30 ans. À quel point ça a été déstabilisant pour toi de devenir père? Ah, écoute, moi, ça a été vraiment déstabilisant parce que, avant, je pensais beaucoup à moi. Là, d'un coup, il n'y a plus juste moi. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et de 2, je l'ai eu vraiment, ma fille, au début du... En fait, elle est née le 27 février et on a commencé le Covid le 13 mars. Ouais. Tout le monde s'en rappelle. Et donc, j'étais juste papa. Tu sais comment c'est. Être papa, c'est fabuleux. Mais en vrai, être juste papa, c'est aliénant. Tu vois, tu veux être papa, mais faire du sport. Tu veux être papa, mais voir des amis. Ouais. Tu veux être papa, mais faire ton travail. Tu veux être papa, mais... Et depuis que j'étais juste papa, j'ai un respect immense pour les papas ou les mamans qui restent à la maison. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus dur que d'aller travailler. Et ouais, mais moi, je veux travailler, je vais gagner de l'argent. Non, tu comprends pas. Rester à la maison et s'occuper des enfants, pour moi, mérite un salaire. Pour moi, c'est beaucoup plus dur d'être papa que d'être humoriste. Je suis d'accord. Parce que ça prend de la patience, ça prend du temps, au début c'est fatigant, tu sais. Et vraiment, j'ai un respect maintenant immense. Avant, je sais pas que je l'avais pas, c'est que je savais pas. Je comprenais pas, maintenant. Je comprenais pas. Maintenant que je l'ai vécu, être juste parent, au bout d'un moment, t'as besoin d'autre chose, tu vois. Ben oui, puis tu sais, un spectacle d'humour doit être très, très prenant en termes d'énergie, physiquement. Quand c'est ça ton break, tu sais, ta pause, ta partie relax, c'est d'aller faire un show puis de monter sur scène, tu te dis, c'est vrai qu'à la maison, c'est du travail. Puis il y a une pression qui vient avec ça aussi. Y a-tu... quelles sont les valeurs, tu sais, que tu veux enseigner à tes enfants? Tu sais, il y en a plusieurs, mais y en a-tu, tu sais, qui dictent ta façon d'être un papa? Ouais, bah je pense l'honnêteté, être sincère. Ma fille, on a toujours parlé comme un adulte. On n'a jamais fait le comment ça va, mouni. On a toujours parlé comme je te parle en ce moment. Ouais. Il y a toujours eu ce langage. Ton linge, tabarnak. C'est ça. Va travailler. À 2 ans. Il y a toujours eu ce langage aussi émotif. On lui apprend la peur, la joie, tu vois, les émotions. Et quand on se trompe, quand on s'excuse, souvent c'est marrant parce qu'il m'arrive de crier, parce que je me laisse emporter. Ah ouais. Et donc je crie, et rapidement après, je m'assois, je dis écoute, j'ai crié, j'aurais pas dû, je m'excuse, je suis désolé. Et elle comprend. Et mettons qu'elle pleure parce que j'ai crié, et rapidement je dis ça, elle arrête de pleurer, et elle me fait un câlin. C'est cute, hein? Elle a 2 ans. Et donc, elle comprend ça. Parce que j'ai l'humilité de reconnaître que je me suis trompé, ou pas forcément trompé, mais j'ai crié. J'aurais pu faire la même chose sans crier. Et donc, je lui dis, et voilà, je dis, papa s'est trompé. Il a crié, j'aurais pas dû. La prochaine fois, je le ferai sans crier. Et elle me fait un bisou et elle comprend. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est d'être honnête. Comme je te parle à toi ou comme je parle à ma fille, je veux lui parler de façon humaine et adulte. Et c'est ça, je pense que les enfants deviennent de plus en plus matures grâce à ça, je pense. Il y a tellement de belles valeurs à enseigner à travers s'excuser quand tu es en position d'autorité. Puis j'en ai parlé souvent ici sur le show, mais moi, nous autres aussi, c'est quelque chose qu'on fait, d'être capable d'aller voir ton enfant et de dire j'aurais tellement pu le gérer autrement, je suis tanné de ça, j'aurais dû te le dire comme ça, mais je suis fatigué, puis je m'excuse. Ouais, c'est beau ça, de reconnaître ça. Ben oui, d'être capable de le dire. Et c'est beau pour eux. Pour eux aussi, parce que tu sais, on parlait tantôt de la pression, on récompense les bons comportements, on punit les moins bons. D'être capable d'admettre ses erreurs dans la vie. Parce qu'à partir du moment où tu admets une erreur, là, tu es bien équipé pour pouvoir amener les correctifs. Exactement. Mais si tu n'es pas capable de l'admettre, ben c'est que tu fais l'autruche, tu te mets la tête dans le sable, puis après ça, ben tu peux pas adresser un problème qui n'existe pas. Tu vas montrer à tes enfants que tu es faible.
Je trouve que c'était un bel apprentissage. Pas leur montrer que tes parents sont juste forts, joyeux, confiants. Non, des fois papa il doute, des fois il pleure, des fois il est fatigué, des fois il est pas bon, des fois il sait pas faire, des fois il se trompe. Tu vois, ça me rend humain. Ça montre qu'un humain, c'est pas juste quelqu'un qui. Moi, ma mère, j'ai jamais vu pleurer ma mère. Ma mère, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Mon père est mort devant mes yeux. Et après ça, ma mère, j'ai jamais vu pleurer. Ouais, ça a été dur. Et ma mère a dit à l'enterrement, ne pleurez pas, riez pour les enfants. Et pourtant, non, pleurez. Chialer. Il y a quelqu'un que vous aimez qui est parti. Si vous avez envie de pleurer, pleurez-le, tu vois. Vous coupez pas de ça. Parce que, un, tu te coupes des émotions et deux, tu dis non, mais moi, ça me touche pas. Non, montre à tes enfants que tu pleures, montre à tes enfants que tu es faible, montre à tes enfants que tu doutes et que tu as peur. Je pense que c'est un bel enseignement. Et puis, au passage, elle a fait son meilleur. Hein. Je suis pas en train de critiquer ma mère. Elle a fait le mieux avec ce qu'elle avait et ce qu'elle était. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ma fille, je vais lui montrer que je suis autant fort que faible. Je suis autant... tu vois, c'est ce qu'on parlait depuis le début du podcast. C'est montrer que papa, c'est un humain qui est vulnérable, que des fois, il se trompe et des fois, il a raison. Bon, en tout cas, il a raison. Relativement, mais ce que je veux dire, c'est que je veux lui montrer qu'on peut se tromper, et on peut être faible, et on peut douter, et on peut... tu vois. C'est un beau modèle pour ta fille aussi, parce que c'est drôle parce qu'on en parlait à la radio cette semaine, évidemment, un terme qu'on utilise beaucoup depuis les dernières années, mais c'est la masculinité toxique. Ouais. Et sur le fait que les hommes, je ne veux pas généraliser, mais certains viennent d'un bagage où un gars, ça pleure pas. Ouais. C'est drôle parce que mon père, j'ai des parents extraordinaires, mon père, je l'ai pas vu pleurer. Ouais. Quand il était jeune, son frère est mort. Écoute, il avait 45 ans. Puis je me souviens d'avoir vu mon père exploser en pleurs dans la voiture pendant qu'on s'en allait au cimetière. Et ça a duré 8 secondes. Ouais. Paf, il s'est ressaisi tout de suite. Puis il est parti. Puis c'est la seule fois que j'ai vu mon père pleurer. Puis je me dis, Colin, que c'est pas... C'est dur à porter, ça. À garder en soi. Puis c'était cette génération-là d'hommes qui sont pas supposés pleurer parce que... Puis c'est tellement tout le contraire d'être tough. Puis c'est quelque chose que je traîne un peu, moi aussi, parfois. Puis je l'ai dit l'autre fois en ondes, c'est que... Moi aussi, je suis plus émotif que jamais. J'ai 39 ans, puis je sais pas si c'est la fatigue, le bagage, le fait de devenir père aussi qui te ramollit. Je sais pas, c'est même pas le bon terme à utiliser, mais même... Moi, quand je commence à me sentir émotif, des fois, l'espèce de... On dirait que le naturel revient au galop où je me ferme. Tu sais, puis je le sais, puis je l'exprime souvent à mes enfants de dire, si tu retiens tes larmes quand tu as de la peine, elles vont ressortir, que tu le veuilles ou non, à un autre moment que tu n'auras pas décidé quand est-ce qu'ils vont monter. Pas que tu l'as décidé maintenant, mais c'est une grosse game d'apprentissage, de gestion des émotions. Puis je ne sais pas au niveau de la dépression à quel point ça devient important, mais d'être capable d'identifier ce que tu vis, je trouve ça primordial. Puis pendant longtemps, en tant que gars qui jouait au foot, qui arrivait d'un monde un petit peu plus, je ne vais pas dire agressif, mais de gars, de vestiaire, c'est ça, tu as une émotion négative qui remonte, puis spontanément, tu vas être en colère. Mais c'est pas de la colère que tu vis, c'est de l'insécurité, c'est de la tristesse, c'est ça. Fait que d'être capable de bien cibler l'émotion que tu vis, de un, ça veut dire qu'il faut que tu regardes en pleine face, puis il faut que tu l'adresses. Est-ce que tu vis des trucs comme ça? En fait, ressentir ces émotions, les exprimer, les laisser sortir, c'est pour moi un des outils les plus puissants, les plus transformateurs. Pourquoi? Parce qu'en général, tu as vécu des choses quand tu étais petit, de 0 à 12 ans, peu importe, et ça a créé des émotions, sauf que des émotions que tu comprenais pas. Exemple, tu as 4 ans et tu vois tes parents se chicaner, se séparer à cause de l'argent. Et donc, tu as de la colère, tu as de la frustration, tu as de la peine, mais tu comprends pas. Donc cette émotion-là, elle est là et elle se cristallise en toi. Mais elle existe, elle est là. Et un jour, tu as 27 ans et tu vas arriver à une situation qui fait que la vie, en fait, t'amène des scènes de vie qui fait que tu vas avoir la possibilité de ressortir cette émotion-là. Et donc, tu vas revivre une situation avec l'argent, sûrement avec ta blonde ou avec quelqu'un d'autre, qui fait que cette colère-là, d'un coup, va remonter. Et donc là, tu as deux choix. Soit tu la nourris, dans le sens en criant, en voulant avoir raison, etc., en la répressant, soit tu te dis, je vais me permettre de la laisser passer. Et donc, tu la ressens, tu la pleures, tu la cries, et tu la laisses passer. Et donc là, en faisant ça, tu viens de la guérir. Parce que tu viens d'enlever une partie de cette charge émotive que tu avais pris quand tu avais 4 ans, mais que tu ne savais pas traiter. Aujourd'hui, tu as 27 ou tu as 39 et tu sais la traiter. Tu la laisses monter. Et donc, tu viens d'en enlever un peu, et un peu, et un peu. Et un jour, tu verras la même situation et tu te rends compte que ça ne fera absolument plus rien. Parce que tu auras enlevé l'émotif qui est relié à ça.
Et donc la vie, en général, est assez généreuse pour t'amener plein de scènes de vie différentes qui vont te faire vivre des émotions. Tu dis, Caroline, Qui vont te permettre de te libérer de ça. Qui vont te permettre de libérer de ça. Et donc si tu arrives à connecter avec ça et de vivre cette émotion-là, eh bien, tu viens de te guérir un peu. Et plus tu fais ça, et plus finalement, tu deviens de plus en plus en paix avec tout ça. Est-ce que tu as lu là-dessus? Comment tu t'es éduqué, au-delà de ton expérience de vie? Dans le sens où moi, j'ai eu des thérapeutes. J'en ai encore un que j'appelle de temps en temps quand je ne sais pas comment gérer une émotion ou quand j'ai juste besoin. Des fois, tu as besoin de vomir ce qui se passe à quelqu'un qui ne va pas te juger puis qui va être capable ensuite de ça de t'aider à naviguer à travers ça et de te dire c'est peut-être ça que tu vis. Ouais. Est-ce que tu as cette espèce de soutien-là? Tu parlais d'un Franck tantôt. Ouais, j'ai Franck Lobvec, qui est quelqu'un qui est génial, que je vous recommande d'aller voir sur YouTube, qui est un thérapeute et je sais pas comment on appelle ça, un philosophe, mais surtout un ami qui a beaucoup de talent pour arriver à déceler ce qui se passe en toi, inconsciemment. Il a ce talent-là. Il y a peu de gens qui l'ont, mais lui, il l'a. Il est aussi pas émotivement impliqué dans ta situation à toi. Il n'est pas. Mais il a ce talent de se mettre à ta place et de se dire la raison pour laquelle tu vis ça, c'est parce que ça. Il a ce talent énorme-là. Donc, je vous recommande d'aller le voir sur YouTube. Et j'ai eu une psychothérapeute, comment on dit ça, une psychothérapeute, qui est aussi hypnothérapeute pendant 8 ans, je pense. Je suis allé la voir pendant 8 ans. Là, je me suis un peu arrêté. Sinon, j'ai un neurothérapeute aussi. Donc j'ai beaucoup de choses. Ouais, j'ai beaucoup de gens que je vais voir, à qui je demande conseil. Dernièrement, j'ai découvert la biologie totale, c'est-à-dire qui explique que tous nos mots physiques viennent de mots émotifs. En général, tu vis quelque chose d'émotif dans ta vie, ça crée une émotion et ton corps va vouloir t'aider à résoudre compenser, mais t'aider à résoudre ça d'une façon qui est pour lui la bonne. Je sais pas moi, demain justement tu te casses la jambe parce que ça fait 6 mois, tu dis il faudrait que je me repose, mais t'as jamais arrêté. Et là ton corps dit ok. J'ai la solution. Tu vas te reposer. Tu vas te reposer. Tu te casses la jambe. Tu vois? C'est des choses comme ça où tu te dis, Caroline, pourquoi ça m'arrive? Mais en fait, non. C'est la réponse à tes prières. C'est la solution que ton corps a trouvée pour venir t'aider. Et des fois, c'est aussi dur qu'un cancer ou une tumeur. Mais en général, c'est par rapport à ce que tu as vécu émotivement. Ouais. Et donc, si tu arrives à comprendre pourquoi, si tu arrives et ben, en général, souvent, tu peux arriver à dissiper beaucoup de maladies grâce à ça. Je trouve qu'il y a un volet spirituel aussi dans ce que tu dis. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, c'est surtout dans l'esprit où, tu sais, dans ce que tu me dis, moi, des fois, dans ma journée, il va arriver quelque chose qui me contrarie. Ouais. Puis, au lieu de cette situation-là, localement, présentement, me gosse. Mais je me convainc de me dire, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais ce qui arrive présentement, c'est pour le mieux. Tu sais, fait que c'est un peu d'espèce de, je ne veux pas dire de confier, mais c'est de me dire, je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas, puis je vais aller me convaincre que c'est pour le mieux, puis que je le comprendrai en temps et lieu ou pas. Mais ça me permet d'enlever le focus sur cette situation-là, puis d'après ça, aller essayer de fouiller sur quoi j'ai de la pogne. OK, j'ai de la pogne là-dessus, je vais aller mettre mes énergies là au lieu de me concentrer sur ce qui me gosse. Comprends-tu ce que je veux dire? Y a-t-il un volet spirituel avec ça? Ouais, bien sûr, je pense que ça arrive toujours pour le mieux. Ça arrive jamais, soit parce que tu l'as créé, soit parce que tu as besoin de vivre des choses qui vont te faire ressentir des émotions, soit parce que tu as besoin de vivre quelque chose de spécial, de spécifique. Mais oui, je pense que ça arrive toujours pour le mieux. Parce que ça arrive de toute façon. Tu as sorti la liste. Ouais. Tu le mentionnais un petit peu plus tôt. Tu as une routine matinale précise. Quelle est-elle? Écoute, elle varie au fur et à mesure des années. Mais en ce moment, là, j'étais à Paris, par exemple, et tous les matins, c'est 1 litre d'eau dès que je me lève. Pourquoi 1 litre d'eau? Parce que mon corps, ça fait 10 heures ou 8 heures ou 9 heures qu'il ne s'est pas hydraté. Et deuxièmement, ça aide à démarrer le système. Et ça aide le foie à c'est quoi le nom? Le foie, en fait, un des travaux du foie, c'est de filtrer tout ce que dans le corps. Ouais. Et donc, en buvant de l'eau, en général, le foie commence vers 3-4 heures à faire son travail du matin. Okay. Et donc, quand tu te lèves vers 7-8 heures et que tu bois de l'eau, tu l'aides à terminer le travail. Le cycle de... Donc, 1 litre d'eau. Après, en général, j'aime aller méditer. Une demi-heure. Après, bain froid. Wow. Ouais, un bain froid à Paris, j'en prenais. Puis bizarrement, l'eau est plus froide là-bas qu'ici, en hiver. Je te parle en robinet. OK. Et j'avais vraiment de l'eau à 5 degrés. Là. Je prenais des bains à 5 degrés. C'est littéralement un bain froid. Un bain tu t'assois d'eau froide et je me mets dedans pendant 3-4 minutes. OK. T'as dû faire ça beaucoup, toi, avec le football? J'ai fait ça très, très souvent. Puis, pour ceux et celles qui écoutent qui en ont déjà fait, tu veux choisir un bain qui n'a pas de remous. Tu veux, tu t'insères parce que quand l'eau froide bouge autour de toi, ça amplifie le froid. Fait que tu vas te déposer très lentement. Tu descends jusqu'où? Jusqu'à là. Oh, t'es bon. Non, mais il y a beaucoup de bienfaits au froid.
C'est extraordinaire. Premièrement, ça développe des globules blancs dans ton corps. Ouais. C'est ce qui se bat contre les virus et les bactéries. L'inflammation. L'inflammation. Ouais. Le willpower, ça veut dire que aller dans le bain froid le matin, là, avant du chaud, ça prend de la volonté. Là. Et plus tu le fais, plus tu muscles ce muscle-là qui est la volonté. Parce qu'on pense que les seuls muscles qu'on a, c'est biceps, triceps, cuisses, machin. Mais non, mais la volonté, la détermination, c'est des muscles qu'on peut entretenir et muscler. Et donc, rentrer dans un bain froid à 8 h le matin, ça prend de la volonté. Et plus tu le fais, et plus tu renforces cette volonté, cette détermination-là. Il y a ça, il y a le fait aussi que quand tu rentres, tu vas stresser. Tu rentres et ton cerveau, qui est le cerveau animal, comment il s'appelle parce qu'on a trois cerveaux, mais c'est le cerveau qui est pour la survie. Je sais plus, c'est un nom, mais bref, j'ai oublié. Je sais pas. Cerveau, Reptilien? Merci. Reptilien. Cerveau reptilien, qui est le cerveau de la survie. C'est-à-dire que quand tu rentres là, ton corps tu vas mettre tu sais, tu connais, parce que ton corps dit t'es en train de mourir. Ouais. Quitte, faut que tu sortes parce que là, tu vas mourir. Mais tu le sais par expérience que si tu passes à travers la première minute, après ça, la deuxième, troisième devient plus facile. Exact. C'est la première minute la plus difficile. Exact. Parce que finalement, tu envoies à ton cerveau, attends une seconde. En situation de stress, je suis capable de me calmer. Donc tu vas focus ta respiration et tu vas calmer l'angoisse. Tu vas calmer la peur de mourir finalement. Et donc tu envoies à ton cerveau un message de attends une seconde, je suis en situation de panique, je peux me calmer. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu apprends à ton cerveau à te calmer en situation de stress ou de panique. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que dans d'autres situations de la vie où tu vas stresser ou paniquer, tu auras appris à le faire avec le bain froid. Donc tu vas être capable de te calmer plus rapidement. Tu vois, ou même de pas forcément réagir à une situation parce que tu auras appris à ton cerveau à dire attends une seconde, je suis capable d'avoir le dessus. C'est moi qui décide. C'est pas toi, c'est moi. Il y a une vraie différence entre je subis ce que mon cerveau veut que je fasse ou non, attends une seconde, je suis capable d'avoir le dessus. Je t'en contrôle. Je t'en contrôle. Et ça fait une différence énorme dans ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire de commencer ta journée avec quelque chose qui te tente pas tant, mais que tu sais qui est bon pour toi. Puis j'imagine que le 3/4 du temps, tu te réveilles puis t'as pas hâte à ce bain froid-là. Tu sais, tu y vas un peu de reculons, puis encore une fois, tu te parles. Mais le fait de passer à travers ça, c'est une petite victoire qui commence la journée du bon pied. Puis après ça, tu as envie d'enchaîner d'autres petites victoires. Puis de fil en aiguille, les petites décisions que tu vas prendre au fil de ta journée vont donner des grands résultats. C'est exactement ça. Tu pars un peu gonflé à bloc. Parle-moi de ton... J'ai un intérêt personnel quand tu as parlé de méditation. J'ai essayé à quelques reprises. Je suis de ceux qui vont aller sur YouTube, sur le téléphone, puis qui va se taper un 10 minutes de méditation guidée. Guidée, bien sûr. Ça spin ici, là. Tu sais, on dirait que j'ai un petit singe là, avec des timbales là, qui ding, 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 qui fait tout sauf essayer de se concentrer sur la méditation. T'as-tu commencé comme ça aussi? Est-ce que tu es rendu au point où tu le fais seul dans un endroit qui est calme? J'ai découvert un gars dernièrement qui s'appelle Joe Dispenza sur Internet qui parle beaucoup de méditation et des bienfaits que ça a. Et donc, je me suis mis à écouter ces méditations à lui qui sont des méditations guidées. Et il explique tous les bienfaits de ça, à quel point c'est bon pour toi. D'ailleurs, il y a plusieurs sortes de méditation, mais la sienne est absolument géniale. Et en gros, c'est descendre ta cohérence cardiaque. Descendre les battements de ton cœur, etc. et calmer ton esprit pour finalement... vivre ce que tu veux vivre dans la vie, tu vois. Il explique en fait que plus tu apprends à descendre ta cohérence cardiaque, ton cœur, ton battement de cœur et ton cerveau, plus tu arrives à les relier les deux ensemble, tu vois, que l'un soit avec l'autre et l'autre soit avec l'un, et en général, après que quand tu fermes les yeux et que tu imagines des choses que tu as envie de vivre, ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et ce que tu penses. Tu peux fermer les yeux et te voir en train de jouer au football ou le vivre, ton cerveau ne voit pas la différence entre les deux. Tant que tu mets l'émotion qui va avec. Tant qu'il y a l'émotif. Quand tu arrives à mettre une émotion sur une image, ton cerveau ne fait pas la différence. Et plus tu t'entraînes à faire ça, et plus finalement tu t'entraînes à changer ta façon de voir la vie, ta façon tu peux amener ça où tu veux. Tu peux amener ça où tu veux. Et finalement, tu te rends compte que ça a des bienfaits extraordinaires parce qu'après, tu arrives à créer ça dans ta vie parce que tu l'as créé dans ton imaginaire, tu vois. Comment tu fais le matin avec un enfant, bientôt 2, pour prendre ce temps-là de méditer et c'est-tu comme une entente que tu as avec ta femme ou tu fais comme regarde cette 45 minutes-là, j'en ai besoin? C'est ça qu'on se dit, tu vois, je suis avec elle une demi-heure et après je dis ok, j'ai mis une demi-heure, maintenant t'es avec elle et on change un peu comme ça, tu vois. Une belle routine. On se fait un travail d'équipe où elle fait ses choses, après moi je fais mes choses ou ensemble, ou tu vois, mais on s'organise pour ça. Mais je vois vraiment les bienfaits de commencer une journée avec une routine matinale parce que tu la commences complètement différemment ta journée. Soit tu subis ta journée. Imagine la différence. Je me lève, je m'allume une cigarette, je prends un café, je regarde Facebook. Ça, c'est une journée que beaucoup de gens ont. Ou je me lève, je bois de l'eau, je médite, je fais des étirements, je vais marcher 10 minutes, etc. Ta journée est complètement différente. Il y en a un, quasiment, je trouve que tu l'as subi,
parce que tu es dans tes conditionnements, fumer une cigarette, regarder Facebook, etc. Et l'autre où tu te dis, OK, je vais faire quelque chose de ma journée. Je vais être plus fort que mon conditionnement. Et donc, tu as une énergie complètement différente. Ouais. Ta journée change. Et comme ta journée change, tes semaines changent, tes mois changent. Et puis tes années changent. Et donc ta vie change. Donc change le début de ta journée. Quelque part, tu changes un peu ta vie. Exact. Donc mais moi, je crois à ça beaucoup. Puis le parallèle sportif est jamais bien loin. Mais au foot, on souhaitait un fast start. Ouais. Tu sais, puis on dirait que je fais un peu la même chose dans les communications, que ce soit en télé ou en radio. C'est d'avoir une idée de ma première partie d'entrevue. Tu sais, comme quand on a commencé tantôt, je savais que je voulais partir sur Vivant. Ouais. Parce que c'est la dernière fois qu'on s'était vu, puis ça me mettait dans un endroit confortable parce que je connais un peu le programme que tu as mis sur pied. Puis après ça, je vais où ça mène, mais ça m'amène en confiance pour la suite des choses. Au foot, ce qu'on se disait, c'est OK, ta première séquence sur le terrain, elle est scriptée, on sait grosso modo où on s'en va. Puis si tu pars le match du bon pied, je passais beaucoup plus de temps à visualiser la première séquence que le reste du match, parce qu'à partir du moment où tu pars ça correctement, ça enlève un petit peu de pression, puis tu gagnes en confiance pour la suite des choses. Puis je fais le parallèle avec le début de journée. Moi aussi, le début de journée est super important. Puis c'est drôle, je ne sais pas à quel point ta femme et toi êtes similaires ou différents, mais Maïka et moi, on est totalement différents. Elle est super relax, elle est capable de multitask. Moi, j'ai plus de difficultés avec le multitasking, puis j'arrive avec un bagage un petit peu plus militaire vu mon parcours de foot. Ouais. Mais j'ai besoin de partir ma journée du bon pied, puis driller, puis de faire les choses correctement. Moi aussi, je commence en buvant un litre d'eau. Puis, mais Maïka, elle peut se réveiller tranquille, elle se fait une petite toast, s'installe sur... elle regarde la télé, regarde le bonjour, regarde ce qui se passe, check les affaires, s'occupe des enfants. Ouais. Ça me rend fou. J'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que elle, ça part bien sa journée, elle commence ça mollo, puis après ça, elle sait comment ça... Moi, si je fais ça, j'ai l'impression que ma journée est ruinée. Ah ouais? Je te jure. Okay. Je suis peut-être un peu maladif de ce côté-là, mais tu as sorti la liste. Ouais. Tu as sorti la suite. Ouais. Tu as sorti La Vie. Ouais. Parle-moi de La Vie, je ne connais pas ce livre-là. C'est un livre que j'ai justement écrit avec mon ami Franck Lobvet, où en fait on se fait un espèce de dialogue entre lui et moi sur la vie et les règles du jeu de la vie. Et c'est beaucoup inspiré de ses enseignements à lui, de ce que lui enseigne, de ce que lui partage, de ce que lui fait au jour le jour. Mais en gros, ça revient beaucoup à avoir cette capacité, cette honnêteté-là à s'accepter en tant qu'être humain. Et lui, il est un peu dans une démarche de non-développement personnel. Tu vois, dans une démarche, au lieu de vouloir devenir meilleur, mais plutôt de vouloir accepter ce qu'on est, tu vois, et que les choses, plus on va accepter ce qu'on est, et plus les choses vont se mettre en place en général, tu vois. Tu vas te concentrer sur le terrain de jeu où tu es bien et où tu es bon et bonne, ce qui fait que tu vas t'y plaire encore plus. Ouais, donc il y a beaucoup de enseignements qui tournent autour de ça, d'accepter ce qu'on est. Et des fois, c'est pas facile parce que voir des comportements, voir des choses inconscientes. Tu sais, on n'a pas tous ce talent-là. Lui, il a un talent extraordinaire pour ça, mais ça s'apprend au fur et à mesure. C'est sorti quand, ce livre-là? C'était en 2019, je pense. OK. Un peu avant la pandémie? Juste avant la pandémie, ouais. Switchons vers tes projets professionnels. Tu le mentionnais, tu étais... En France? Tu étais beaucoup en France. Ouais, là, j'étais en France pendant 5 mois, ouais. Puis tu veux percer là-bas. Est-ce que t'es né en France? T'es né à Paris? Ouais. Est-ce que tu avais une longueur d'avance déjà dans l'espèce de croissance de carrière là-bas, ou est-ce que tout est à refaire? Comment ça fonctionne? Non, tout est à refaire. Je commence de zéro là-bas. En fait, ça qui a été bizarre à réaliser, c'est qu'effectivement, je suis né à Paris. Après, j'ai vécu dans une ville qui s'appelle Dijon. Et vers 20 ans, je suis parti à l'étranger. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Cuba. Et après, je suis arrivé ici au Québec, j'avais 22 ans. Je retourne là-bas, j'ai quasiment 39. Fait que je me rends compte que j'ai passé toute ma vie adulte pas en France. Ouais. Et donc, retourner en France, ça a été une adaptation, mon ami. Toi aussi, tu dois réapprivoiser la culture là-bas? Ah oui, même pas à réapprivoiser, l'apprivoiser. Ouais. Parce qu'il y a Paris, il y a le reste de la France. Ça, il faut le savoir. Paris et le reste de la France, c'est deux endroits complètement différents. Explique-moi les nuances. Mais ils sont stressés à Paris. Il y a tellement de monde, il y a 10 millions de gens. C'est comme des fourmis. Ça va partout, ça court. Et je pense qu'il y a une énergie que tu sens de stress. Ou dès que tu sors de Paris, il y a une tension. Il y a une tension qu'il n'y a plus. Ou qu'il y a quand tu es dedans. Et ça, je pense, c'est pas les gens qui sont à Paris, c'est Paris qui crée ça. Donc il y a beaucoup de beau à Paris, il y a beaucoup de beau à la France, mais c'est vrai que Paris, c'est particulièrement, tu sens un volcan en éruption, les gens n'ont pas le temps, ils sont stressés, ils se font tout le temps arrêter pour des choses, tu vois, il y a un peu ce truc-là qui est différent d'ici.
Et là, je leur dis, hein, moi, quand je suis sur scène, je leur dis à quel point j'arrive du Québec. Et c'est un peuple gentil, chaleureux, bienveillant. Quand j'arrive là-bas, c'est un choc, mon ami. C'est une claque sur la gueule pendant que tu t'endors, tu vois. Parce qu'ils savent. Hein. Et donc ça a été pour moi dur de m'adapter à ce truc-là, tu vois. Stratégiquement, tu sais, je sais que je sais pas si c'est encore comme ça, mais les chanteurs, chanteuses, les bands qui veulent percer en Europe doivent être produits par une équipe de production de la France. Ouais. Dans l'humour, est-ce que c'est le même? C'est quoi les technicalités pour que tu puisses arriver là-bas? C'est quoi ta stratégie? En fait, moi, c'est mon frère qui est mon producteur. OK. Mon petit frère qui est producteur d'humoriste, qui marche beaucoup là-bas en France, c'est lui qui me produit. Donc ma stratégie, c'est arriver là-bas et jouer, me faire connaître, faire des petites salles. Et j'ai une toute petite salle qui s'appelle Le République, qui est une salle de 200 personnes, où je joue 2 fois par semaine. Wow. Là-bas. Et il y a des soirs où... maintenant, ça va. Maintenant, c'est génial. Maintenant, une fois que le public est là, j'ai pogné la twist. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment appris ici avec le public québécois. J'ai dû réapprendre quelque part mon métier avec le public français, parce que c'est pas le même public. Et donc, réavoir le même aisance et la même joie à faire ce métier-là, là-bas, ça m'a pris 2-3 mois facile. Malgré les 15 ans d'expérience que j'ai mis vraiment du temps. Est-ce que tu te remettais en question? Tu te posais-tu... En fait, j'ai réalisé, une fois de plus grâce à mon ami Franck, j'en parle beaucoup, mais il m'a réalisé que j'avais une peur d'échouer. Et que j'avais ici à l'époque. Sauf qu'ici, j'avais rien à l'époque. Donc j'avais un peu le couteau entre les dents. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour y arriver. Il faut que... parce que j'ai besoin de manger, tu vois. Alors que quand je suis retourné là-bas, maintenant j'ai une certaine carrière, j'ai de l'argent. Et ce qui fait que je me dis, oh, ça marche pas. Tant pis, au pire. Ça enlève une pression. Ouais, au pire, je repars au Québec. J'ai ma vie au Québec, tu vois. Et en fait, je m'apercevais que j'avais peur, une profonde peur d'échouer. Et j'avais jamais réalisé ça. Et quand il m'a fait réaliser ça, 2 jours après, je tombais malade, une espèce de gros rhume slash virus, je sais pas ce qui s'est passé. Mais donc voilà, ça j'ai conscientisé ça. Mais tout ça pour te dire que m'adapter à là-bas, écoute, il y a des soirs, il y avait 22 personnes, Étienne. Il y a 22 personnes. Allô, le son d'humilité, hein, quand tu pars du Québec où ton nom est fait. Colique, man! Écoute, je me rappelle, au début, je fais les premières parties d'un humoriste qui s'appelle Maxime Gasteuil. Et à la fin, ce qui est atypique en France, ils donnent des flyers pour que les gens viennent te voir. À chaque flyers, il y avait un petit bout de mon ego qui partait. Tu vois, tu passes d'un endroit où c'est génial, où c'est facile, où ton public est là. Tu l'annonces, ça va, tu sais. Et ouais, tu l'annonces avant. Et d'un coup, tu traverses, tu prends un avion 7 heures, et les gens te regardent, ils ont aucune idée t'es qui, ils en ont complètement rien à foutre parce que y a 1000 humoristes à part toi. Ouais. Et donc tu donnes un peu de flyers, puis tu dis, ah, venez me voir, je suis drôle. Ah, y a tu les donnes toi-même, ok, je comprends. Oui. Oh shit, ouais, ça. Et il y a un truc au début, et tu vois, ça, je m'y suis habitué. Et ça m'a fait un bien fou. Maintenant, c'est cool. Maintenant. Ça aussi, ça nourrit ton humilité. Ça nourrit beaucoup l'humilité, je pense. Et ça me fait voir une autre. Ça me redonne envie de faire ce métier différemment. Tu sais, on a vécu la pandémie, et moi, je me suis vraiment fait chier pendant la pandémie parce qu'il n'y avait rien à faire. Ouais. Et l'idée de me re-challenger, il y a quelque chose de stimulant là-dedans. C'est bien, c'est difficile, et sur des points, et génial sur d'autres. L'hiver. L'hiver là-bas, c'est fabuleux. Ouais. Par rapport à l'hiver de marde que vous avez eu ici. À la même moi, je vais être un snowbird un jour, by the way. Fait que je pense que tout le monde veut être un snowbird un jour. Je te dis, ça fonctionnera pas, là. Pas longtemps. Au bout d'un moment, moi, ça fait 17 ans que je vis l'hiver québécois. 1 mois ou 2, ça va. Ouais. 4-5 mois, tu commences à. Tu vois. Le mois de mars-avril, là, commence à. C'est lourd. Ah, c'est lourd, hein? Ouais. On a quelqu'un qui te poque dans les côtes pendant. Ah, tu vas finir. C'est gris. Ça teste justement ton mindset. Et même mai. Ouais. Mais je fais comme, hey, il serait temps. La maudite dernière neige, là. Tu sais, comme elle m'a tué, là, tu me fucking niaises. Il faisait 15 hier, puis là, aujourd'hui, il neige. Ouais. C'est tough. Fait que la France, c'est un peu plus. Le climat est plus doux. La France, le climat est beaucoup plus doux. Donc, il y a beaucoup de beau à la France. Mais carrièrement parlant, c'est vrai que c'est challengeant. Et puis, tu sais, j'ai pas le même sac social là-bas. Il y a plein de choses qui sont géniales et plein de choses qui sont challengeantes. Ça va-tu comme tu veux? Est-ce que c'est quoi ton objectif ultime avec la France? Combien de temps t'es prêt à passer là-bas? T'sais? Écoute, c'est une bonne question. Avec ma blonde, on s'est dit qu'on allait le faire au fur et à mesure. Elle te suit? Ouais, elle me suit là-bas, ouais. On avait dit qu'on le faire au fur et à mesure. Là, tu vois, ça fait 5 mois que je suis là-bas. J'y retourne juin, juillet. Et après, on va voir. Est-ce qu'on y retourne à l'automne? Oui, non, on sait pas. Je sors mon livre là-bas. Oui? France, le livre La Liste, je le sors en juin. Ça s'appelle La Liste aussi? Ouais, ça s'appelle La Liste aussi, okay. Qui est un peu retravaillé, remanié, mais je le sors là-bas. Et puis on va y aller au fur et à mesure, parce que j'ai pas envie, tu sais, il y a beaucoup d'artistes des fois qui vont, des Québécois qui vont 4 ans, 5 ans, 6 ans pour que ça marche très moyennement. Ouais. Moi, j'ai pas envie de ça. Je me dis, soit j'y vais et c'est le fun, ça marche, soit je continue ma vie parce que j'ai une vie extraordinaire ici, j'ai un public, tu vois. Donc je me dis, j'ai pas non plus envie de passer 7 ans de ma vie à vouloir développer un marché pour que ça soit moyen. Ouais. Mais soit ça va marcher relativement rapidement,
ce qui est possible, soit je vais rentrer ici. Mais quoi qu'il arrive, je vais toujours vouloir jongler, tu vois, entre les deux si ça fonctionne là-bas. Ici, ce que j'ai ici est trop précieux. Le terrain de jeu ici est tellement extraordinaire. Ouais, puis tu as établi une belle carrière ici où tu as animé. Ouais. Aussi, tu as tes les livres, les conférences. Les conférences, le programme avec Chantal. Ouais. Fait que tu as comme un espèce de bel éventail de trucs. Ce serait une formule qui serait, je te le souhaite, extraordinaire à recréer. Là-bas, est-ce qu'il y a autant une ouverture sur... Non. Non, tu sais exactement je m'en vais. Tu t'en vas sur la tu vois, ils veulent qu'ils te mettent dans une case, les Français. Les Français, si t'es acteur, t'es acteur. Ouais, hein? Si t'es humoriste, t'es humoriste. Tu peux être humoriste, t'es un peu acteur, tu vois. Mais en général, c'est assez casé. Et l'image est tellement importante là-bas, beaucoup plus qu'ici. Donc, ils permettent moins de choses. Je pense qu'au Québec, on permet pour 2 raisons. 1, parce qu'il y a moins de monde. Mais 2, parce qu'on a une culture américaine. Et les Américains permettent ça. Un acteur peut être humoriste et chanteur et animateur. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'eux ont un volet de la culture américaine dans la distance. Tu sais, au Québec, on a une accessibilité. Ouais. Je sais pas si c'est parce que c'est un petit milieu où on aime être proche du public puis être sur le même pied d'égalité. On dirait que... Puis c'est tellement une idée préconçue que j'ai parce que je ne suis pas allé en France, fait que je raconte ce qu'on m'a témoigné, mais c'est qu'il y a une certaine distance quand même entre le public et l'artiste. Pas la même proximité que tu vas vivre ici au Québec. Est-ce que pour toi, qui est ultra accessible, qui maintenant, t'es positionné comme étant humain, empathie, tout le kit, est-ce que là-bas, tu dois ralentir un peu ou ajuster? J'essaie de le créer. En fait, je suis en train de réussir à le créer là-bas avec eux. Et je pense que c'est juste deux sortes de publics différents. Le public québécois, si tu veux toucher le public québécois, c'est par le cœur. Mm-hmm. Si tu veux toucher le public français, c'est par la tête. Okay. Faut que tu passes par l'intellect pour ensuite toucher le cœur. Et c'est comme ça que marche le français. Ouais. Et le public français se regarde beaucoup. Est-ce que je peux rire? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que c'est correct? Donc, il faut vraiment les déniaiser, les décoincer rapidement. Alors que le public québécois... Tabarnouche, en tant qu'humoriste, on va te dire, si t'arrives... Ce que tu veux, c'est un public qui est lousse. Alors, s'ils sont toujours dans leur tête à analyser, suranalyser, quand tu réussis à avoir des rires, est-ce que tu t'es cassé la gueule? Par moment, y a-tu des soirées désastres? Des soirées plus compliquées, pas casser la gueule, mais plus compliquées que d'autres. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vraiment pogné comment le faire. Mais j'ai craqué le code, comme je me dis souvent. Mais ça m'a pris quelques mois. Mais le public québécois, lui, il arrive, il n'est pas encore assis, ça a une bière à la main. Hein, il est venu pour avoir du fun. Il est venu pour avoir du fun. Il teste pas, là. Il teste pas, c'est le fun. Je ris, c'est le fun, ça participe, c'est joyeux. C'est un party, jouer au Québec. C'est un party. Jouer en France, t'as l'impression que je suis dans un cocktail. Tu sais, oui, troubadour, lance-lui du pain, allez-y, fais-nous rire. Et maintenant, j'ai réussi à craquer le code. Et je te dirais que 3 choses sur 4, j'ai un plaisir autant qu'au Québec. Mais au début... je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ça que je veux vivre dans ma vie? Et finalement, j'ai réussi à comprendre comment. Ça m'a pris un peu de temps parce que mon humour, moi, il est québécois. Ma façon de parler est québécoise. Ma façon de communiquer avec les gens, c'est très proche des gens, c'est très québécois. Est-ce que c'est une traduction ou une adaptation de ce que tu fais déjà ou c'est d'autres numéros Non, j'ai beaucoup adapté. Après, des fois, tu le dis différemment, tu l'amènes différemment, tu vois. Je pense qu'il faut les déniaiser rapidement, les Français. Rapidement, tu les secoues, tu fais, hey, ah ouais, là, on rigole, là. Oublie ton voisin, on rit, ok? Allez, viens, on rit, viens, on s'amuse ensemble. Mais des fois, tu sens qu'il y a une réticence. Attends, je suis français, Jérémy, avec leur petite écharpe et leur petite... mais en fait, c'est très parisien, ce que je te dis là. C'est pas nécessairement la province. La province, ils peuvent... je suis allé jouer à Marseille, c'était génial. C'est un autre public. Bordeaux, un autre public. Tu vois, donc je pense que c'est très Paris. Et une fois de plus, je ne pense pas que ce soit les gens qui créent ça. C'est l'environnement qui fait que les gens deviennent comme ça. C'est pas les gens en tant que tels. Tu vois la différence? Oui. Il y a un environnement qui fait que ça déteint sur toi. Au bout d'un moment, tu deviens comme ça, un peu. Même si tu veux rester joyeux et léger, il y a un moment... Ah oui, il y a le contexte qui finit par faire son chemin. Le chauffeur de taxi qui t'engueule, tu vois, les gens qui sont stressés. Au bout d'un moment, il faut te placer par rapport à ça. Donc je pense que c'est pas les gens qui sont responsables, c'est plutôt l'environnement, j'ai l'impression. Ton objectif, si je conquiers Paris, après ça,
je peux m'attaquer à n'importe quel marché, tu sais. Non, je pense que la France, si j'y arrive, c'est génial, mais après, j'ai pas l'ambition d'aller aux États-Unis, j'ai pas l'ambition de... Si la France peut fonctionner, c'est super. Ouais. Et puis ça fonctionne pas, si j'aurais essayé, et je serais toujours heureux ici. T'as-tu d'autres... tu sais, là, j'écoute, j'ai devant moi un beau... merci Marc-Antoine pour la recherche. Ta bio. Mais t'as-tu d'autres projets de télé éventuellement? Non, t'es sur ton X là, avec ce que t'as là, puis... Je fais là-bas mon show, je rôde ici, un nouveau show, okay. Un 3e spectacle ici, que je vais faire tout le mois de mai, tout le mois d'août et un peu septembre. Et c'est bizarre parce que c'est 2 shows complètement différents. Donc prendre l'avion et te minder sur un autre spectacle, switcher sur un autre show, un autre public. Je t'avoue que même en ce moment, je suis un peu... Ouais. Je sais pas si déstabilisé, là. Ouais. Débalancé de je suis où, je parle à qui, je dis quoi, comment... Ben, ça paraît pas présentement. Ok, là, ça paraît pas. Mais mon premier show, d'ailleurs, là, je sais pas quand tu passeras le truc, mais là, on est mardi, on est mercredi. On est mercredi le 4 mai présentement. Marc-Antoine, quand est-ce que ça va jouer? 3 semaines. Dans 3 semaines. Et donc, mon premier show est demain matin. Demain matin. Tu vois, ça va pas bien. Ouais. Demain matin. Là, t'es dans le décalage. Au 8h au Exki, place Longueuil. Un jeudi, 20h au resto déjeuner. Venez me voir jouer au resto déjeuner. La carrière va super bien. La carrière va super bien. Je sais même plus quelle heure il est. Mais en fait, je me rends compte que là, j'ai commencé à répéter le show que j'ai écrit pour ici. Et c'est vrai que remettre mon cerveau sur un autre spectacle, c'est... Ouais. J'ai l'impression qu'il faut... Mais ça te garde sur le qui-vive, j'imagine. Ça te garde vif aussi. Puis d'être capable de s'ajuster rapidement, c'est des aptitudes supplémentaires que tu vas avoir dans ton sac. Tu as tout à fait raison, Étienne. Tu sais que moi, il y a un truc que je promouvois, c'est sortir de ma zone de confort. Et je me suis rendu compte que pendant 17 ans, j'étais arrivé à un moment donné au Québec où j'étais hyper confortable. Et Dieu sait que c'est une belle place pour être confortable. D'ailleurs, je veux le dire, souvent on a envie d'autres pays, d'autres places, d'autres gens. On n'a rien à envier à la France au Québec. Si la plus belle richesse qu'il y a au Québec, je le dis, et je sais que ça a l'air léchauderait, mais c'est le peuple. Le peuple québécois est la plus belle richesse. On marchait avec ma femme dans les rues de Paris il y a un mois, ça fait déjà 4 mois qu'on était là-bas, et on a rencontré des Québécois, des semblables, comme dit Louis-José Aude. On a rencontré des semblables, et ça a fait un bien, man. Hey, comment ça va, Jérémy? Et c'est du gros love. Ah! Ouais. On s'est comme, tu sais, une espèce de soulagement de, comme quand t'es bébé là, et que tu retrouves les bras de ta mère. Ça faisait du bien, parce qu'à côté, c'est pas ça. Et le Québec, la plus belle ressource du Québec, c'est pas le sirop d'érable ou Céline Dion ou les baleines. Pour moi, c'est les gens. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait aimer le Québec et ça qui va me faire que je vais vieillir et vouloir mourir ici. Et je sais que ça a vraiment l'air lécheux. Hein. Je suis très conscient de ça. Non, mais je suis d'accord. Puis parce que, outre certaines situations sur les réseaux sociaux où des gens vont se permettre, la grande majorité du temps, les gens qui vont te croiser sur la rue vont venir te parler avec une approche sympathique. Ouais. Tu sais, ils sont contents de te rencontrer. On a moi, c'est drôle, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je me retrouve dans un Walmart il y a quelques temps, puis un monsieur m'approche et il me dit Salut Étienne, est-ce que je pourrais prendre une photo pour ma fille? Et je dis mais certainement, comment s'appelle ta fille? Il me dit fuck it, je m'appelle Roger. C'était pour lui. Tu sais, fait qu'il y a un côté super attachant aux gens quand ils t'approchent, puis j'imagine effectivement qu'ailleurs, sa planète, c'est pas toutes les... Ah non, je te jure, je vis les deux, je suis les deux. Parce que c'est marrant, il y a un gars qui m'a écrit il y a pas longtemps sur Facebook, il me dit « Retourne chez vous, est-ce français ?» Mais je dis « Mais je suis Canadien, monsieur. » J'ai mon passeport il y a 8 ans, je fais comment pour retourner chez moi? Si chez moi c'est ici, je fais un demi-tour, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc je suis les deux depuis maintenant 8 ans. Et il y a beaucoup de choses qui sont... c'est comme partout, hein. Le climat, c'est plus agréable là-bas. Sauf que le peuple est foncièrement bon ici. On a de la chance d'avoir... Je pense que c'est la plus belle richesse du Québec. Vraiment, je l'ai dit, je leur dis, parce que c'est une chaleur humaine ici que j'aime et que ça m'a rappelé. Tu vois, des fois, tu oublies. Tu es dans une situation, puis tu dis j'ai de la chance, mais tu sais plus la chance que tu as, parce que tu oublies, c'est normal, c'est la vie. Puis, j'irai là-bas, ça va aller mieux. Mais en ayant habité à Paris pendant 6 mois, je me rends compte à quel point revenir ici, c'est bon, Étienne. Puis élever tes enfants ici aussi dans cette culture-là. C'est 2 vies. Être dans le centre de Paris ou moi je vis à Saint-Bruno, c'est 2 mondes complètement opposés. Et là, j'ai l'air du gars qui crache sur la France. C'est pas le cas. Je pense qu'il y a plein de belles choses à la France, mais humainement, à Paris, c'est compliqué. Ouais. Tabarouette, Jérémy, je trouve que c'est le mot de la fin extraordinaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux plugger dont on n'a pas parlé? Comme je t'ai dit avant de rentrer, shameless plug, hein, ce show aussi. Moi, je me gêne pas pour plugger mes projets. Puis Toi, tu plugues tes projets? Ça m'arrive une fois de temps en temps. Mais non, y a-tu d'autres choses que tu veux... Non, mais on parlait du programme vivant qu'on a fait avec Chantal, programmevivant.com.
Oui. Les gens peuvent s'inscrire quand ils veulent maintenant. Et puis voilà, je commence mon rodage de mon show pour ceux qui sont intéressés à venir rire, jérémydemay.ca, tout simplement. Et si jamais vous me cherchez cet été, je suis en train de boire de l'atypique sur mon driveway avec mes cracks. Programmevivant.com, jérémydemay.ca. Mais ça fonctionne parce que je suis gonflé à bloc aujourd'hui. Tout le monde, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, là, je vous le dis, j'ai participé au programme Vivant. Vous le faites pour les bonnes raisons. On s'était parlé aussi en amont avant que j'accepte le projet. Puis vraiment, les valeurs à la bonne place. Jérémy, bravo pour ton parcours. Puis merci d'avoir bravé la route jusqu'à Marieville aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Anytime. C'était hyper agréable, Étienne. Merci beaucoup. On se revoit. Bonne chance pour la suite. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming possibles pour ceux et celles qui veulent pas attendre 3 semaines justement jusqu'à la sortie de l'épisode. C'est le fun parce que je leur dis là, mais on a aussi les épisodes qui sortent plus tôt sur le Patreon, du contenu exclusif de ce côté-là qui arrive plus tôt que les autres. Week-end 99.5, 5h30 à 9h, du lundi au vendredi. Et allez magasiner chez Popeyes.